Bonjour, c'est moi, la voix du voyage. Aujourd'hui, nous allons de nouveau explorer ton monde intérieur. Après avoir voyagé au cœur du monde de la terre et du feu, nous nous envolons aujourd'hui pour le monde de l'eau. Installe-toi confortablement, ferme les yeux, ralentis le rythme et laisse aller ton imagination naturellement. Visualise un faisceau de lumière qui part de ton nombril et qui s'élève infiniment haut. Agrippe-toi à ce faisceau de lumière et sors de ton corps pour t'envoler. Totalement léger, tu flottes vers le haut. Traverse le plafond. Te voilà sur le toit. Tu vas maintenant pouvoir reprendre ta forme d'albatros, comme tu as appris à le faire dans nos derniers voyages. Lâche le faisceau de lumière et envole-toi dans la peau de cet albatros transparent. Regarde la terre qui défile. N'est-ce pas magnifique? Nous allons au bord d'un lac. Entame ton grand plongeon dans cette direction. Voilà, tout en finesse. Nous voici sur une plage de sable fin, au bord d'un lac. Les couleurs sont pastel. L'eau est turquoise avec des reflets mauves. Le sable est noir avec des reflets lilas. Au bord du lac, des flamants roses. Au centre, une immense fontaine de marbre blanc. Tu t'assois pour panser tes plaies. Dans le monde du feu, tu as beaucoup souffert et beaucoup appris, mais ton voyage n'est pas encore terminé. Tu sens que l'eau du lac est bénéfique et tu as envie de t'y baigner. Tu te déshabilles. Tu es nu, il ne fait pas froid. Ton esprit s'apaise. Tu t'étends sur le sable tiède de la plage. Tu appelles ton symbole et il quitte son écrin pour venir dans le creux de tes mains. Tu le glisses dans ton cœur et, à nouveau, tu ressens une grande bouffée d'énergie. Les fenêtres de tes sens s'ouvrent grand pour laisser entrer toutes les ondes. Tu étends les bras et les jambes en les écartant légèrement. Orteils en éventail. Il fait bon. Tu respires amplement. Sens la vague douce dans tes poumons. En avant, en arrière. Repos, bien-être, récupération. Tu es conscient que ton esprit a accompli beaucoup de choses en peu de temps. Avoue que tu ne t'en savais même pas capable. Regarde le lac. Tu distingues de gros poissons qui sautent hors de l'eau. Ils t'invitent à venir te baigner.
des dauphins. Tu y vas, l'eau est tiède, l'eau est salée. C'est un lac rempli d'eau de mer. Les dauphins tournent autour de toi. Vous communiquez par télépathie. Ils te disent que, jadis, ils étaient des mammifères terrestres, mais qu'ils ont préféré revenir dans l'eau, parce qu'on peut s'y mouvoir dans toutes les directions sans la moindre gêne. Ils te disent que l'eau est un élément de vie prodigieux. Pas besoin de vêtements, de maison, de patrie. Ils te taquinent et te proposent de jouer avec eux. Tu leur demandes le secret de leur joie de vivre. Ils te disent qu'ils rêvent en permanence. Ils t'expliquent que la moitié de leur cerveau dort, pendant que l'autre moitié est active. Si bien qu'au moment où ils jouent avec toi, ils sont aussi en train de rêver. Tu leur demandes s'ils ne prennent jamais de vrai sommeil. Et ils te répondent que non, car de toute manière, ils ont à la fois besoin d'être sous l'eau et de remonter respirer à la surface. S'ils restent immobiles en dormant, ils s'asphyxient. Mais ils te signalent que toi-même, ici et maintenant, tu es comme eux. Tu es en train d'écouter de manière active la voix du voyage, quelque part sur Terre, dans le réel. Et ton esprit est en même temps dans le monde des rêves, projeté dans l'imaginaire. Prends-en conscience. Ils te disent que c'est peut-être là l'évolution de l'homme, devenir capable d'être simultanément conscient et rêvant. Ils poussent leurs petits cris et se moquent de toi car le seul fait que tu comprennes cette idée fait de toi un mutant. Esprit mutant, te lance-t-il gaiement. Tu leur rétorques que tu veux bien être évolutionnaire, mais pas mutant. Ils affirment que changer d'esprit est déjà une évolution biologique. Un vieux dauphin dit que si dans 250 000 ans, l'homme ne commet pas de grosses bêtises, il devrait parvenir à la même évolution. Tu fais partie des prototypes des hommes du futur. Tous les dauphins éclatent de rire et t'entourent. Esprit mutant, répète-t-il. Le plus vieux des dauphins approche pour te confier le secret de l'évolution. Il prétend que les chiffres utilisés par les humains et qui sont d'origine indienne montrent déjà le sens de la vie. Pour les décrypter, il faut savoir que dans le dessin du chiffre, les courbes représentent l'amour, les traits horizontaux l'attachement, les croisements les choix. 1, c'est le stade minéral. Un dauphin saute et trace dans l'air avec son corps le chiffre pour que tu visualises bien sa forme. Un autre t'explique. 1 ne ressent rien. Il est là. Il n'y a pas de courbe, pas de trait horizontal, pas de croisement non plus. Donc pas d'amour, pas d'attachement, pas de choix. Au stade minéral, on est sans pensée. 2, c'est le stade végétal. Le dauphin dessine le chiffre en sautant au-dessus de l'eau. Il y a un trait horizontal en bas. 2 est rattaché au sol. La fleur est fixée au sol par sa racine et ne peut donc se déplacer. Il y a une courbe dans la partie supérieure, la tige de la fleur. 2 aime le ciel. La fleur se fait belle,
rempli de couleurs et de gravures harmonieuses, afin de plaire au soleil et aux nuages. 3. C'est le stade animal, avec ses 2 courbes en haut et en bas. 2 dauphins sautent pour composer les 2 boucles. On dirait 2 bouches ouvertes superposées. Le dauphin approuve, c'est la bouche qui embrasse, disposée sur la bouche qui mord. 3 ne vit que dans la dualité. J'aime, j'aime pas. Il est submergé par les émotions. Il n'a pas de traits horizontaux, donc pas d'attachement, ni au sol ni au ciel. L'animal est perpétuellement mobile. Il vit dans la peur et dans le désir. 3 se laisse diriger par son instinct. Il est donc l'esclave permanent de ses sentiments. 4. C'est le stade humain. 2 dauphins sautent et se croisent. 4 signifie le carrefour, avec le symbole de la croix. Si on s'y prend bien, le carrefour permettra de quitter le stade animal pour passer au stade suivant. Le dauphin te dit qu'il faut cesser d'être ballotté par la peur et l'envie. Sortir du j'aime, j'aime pas et du j'ai peur, je désire. Atteindre le 5. 5, c'est l'homme spirituel, l'homme évolué. Il a un trait horizontal en haut qui le rattache au ciel. Il a une courbe dirigée vers le bas. Il aime ce qu'il y a en dessous, la terre. C'est le dessin inversé du 2. Le végétal est cloué au sol. L'homme spirituel est cloué au ciel. Le végétal aime le ciel. L'homme spirituel aime la terre. Le prochain objectif de l'humanité sera de libérer l'homme de ses réactions émotionnelles. Voilà pourquoi il t'appelait l'esprit mutant. Et le 6, le dauphin te dit qu'il est trop tôt pour en parler. Tous les dauphins composent un ballet nautique pour dessiner les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Il répète, esprit mutant, esprit mutant, esprit mutant, esprit mutant. Tu nages avec eux. Esprit mutant, esprit mutant. Vous tournez autour de la vasque de marbre. Et soudain, devant l'île, il y a un remous. Quelque chose se soulève. Une silhouette humaine surgit de l'eau et grimpe sur la berge. Cette personne, tu la reconnais? C'est la personne, homme ou femme, qui est faite pour toi. Il n'y a pas besoin de vous présenter. Vous vous connaissez depuis longtemps. Elle est tout ce que tu as toujours cherché. Tu admires chacun de ses traits, son regard, son sourire, cette manière de se tenir, cette tranquillité d'esprit qui rejoint celle que tu as en ce moment précis. Tu apprécies son parfum. Tu aimes la chaleur de sa voix. Tu la touches à l'épaule. Et son contact provoque une petite décharge électrique. Sa peau est douce et ferme. Tu lui demandes qui elle est. Elle préfère te dire qui tu es, toi. Elle te parle de toi et tu es étonné. Étonné qu'elle en sache autant sur tes secrets les plus intimes.
Elle prend un petit air mutin qui te fait fondre. Elle te dit qu'elle apprécie autant tes qualités que tes défauts. Elle te signale qu'elle-même n'est pas une perfection. Elle est l'imperfection adaptée à ta propre imperfection. Ensemble, vous êtes complets. Elle te parle de cette théorie antique qui prétend que, jadis, les êtres humains avaient 2 têtes, 4 bras, 4 jambes et qu'ils ont été séparés. Depuis, on est tous à la recherche de notre moitié perdue, dit-elle. Tu l'en serres. Vous vous embrassez longuement. Vos corps se touchent et reforment cet être complet de 4 bras, 4 jambes, 2 têtes. Autour de vous, les dauphins bondissent gaiement. Puis elles se dégagent pudiquement et t'éclaboussent en riant. Tu hésites, puis tu l'éclabousses en retour. Vous jouez comme des enfants. Soudain, elle s'arrête, redevient sérieuse. Vous vous séparez. Vos doigts se frôlent une dernière fois. Elle te dit qu'il est temps de continuer ton chemin et de suivre les dauphins. Tu insistes pour qu'elle reste avec toi. Elle te fait clairement comprendre que les êtres humains ne sont pas des biens à posséder. Il faut laisser les gens venir et repartir à leur gré. Même elle, surtout elle. La plus grande preuve d'amour que tu puisses lui donner, c'est de lui laisser sa liberté. Tu es déçu comme la première fois où ta maman t'a laissé seule. Tu es déçu comme la première fois où tu as compris que le monde et toi étiez différenciés. Elle ajoute que tu la retrouveras plus tard, ailleurs, peut-être dans le réel, si c'est inscrit dans les étoiles. Mais pour l'instant, tu dois poursuivre ta route. Au sud du lac, il y a un passage aquatique souterrain. Nous nous y enfonçons, guidés par les dauphins. À l'entrée, il y a beaucoup de coraux jaunes, d'algues oranges, d'anémones rouges. Les dauphins te montrent le chemin. C'est tout droit. Tu iras seul. Tu nages. Devant toi, il n'y a plus que de la roche. Elle devient lisse et rose. En progressant dans le goulet, tu te diriges vers ton passé. D'abord, tu visites ta collection de souvenirs pénibles que tu as essayé d'oublier, mais que tu ne crains plus désormais de regarder en face. Tu les affrontes un à un. Les humiliations, les injustices, les incompréhensions. Les abandons, les trahisons,
les malveillances des autres à ton égard. Tu comprends pourquoi tu as réagi ainsi à l'époque et comment tu aurais pu réagir mieux. Tu t'aperçois que certaines situations pénibles se reproduisent régulièrement dans le même enchaînement précis d'événements. Tu comprends que c'est toi qui te débrouilles pour, dans ces situations précises, aboutir à ce résultat précis. Tu enregistres les scénarios d'échec et tu analyses froidement, scientifiquement, avec détachement, à quel endroit tu t'es trompé. À quel moment tu as baissé les bras. Tu en déduis comment éviter les mêmes erreurs. Tu comprends l'enseignement de chacun d'eux. Puis, tu assistes au défilé de ta collection d'instants heureux. Tu t'aperçois que certaines situations agréables se reproduisent régulièrement dans le même enchaînement précis d'événements. C'est toi qui as trouvé le truc pour que chaque fois ça réussisse. Tu enregistres les scénarios de réussite et tu vois pourquoi ça fonctionne. Puis tu réfléchis aux moyens de parfaire ta méthode. Tu t'aperçois que tes victoires n'étaient que des demi-victoires et que c'est souvent par manque d'audace que tu n'as pas osé t'emparer de la récompense que tu aurais pu obtenir. Tu ne te sentais peut-être pas digne de tant de réussite. Si l'école t'a préparé à gérer les difficultés, il aurait aussi fallu qu'elle te prépare à gérer les succès. Tu peux aller bien plus loin dans les scénarios de réussite. N'aie pas peur de la victoire. Nage. Tu continues d'observer tes instants de joie, de plaisir, de bonheur, de tendresse. Tu constates que, finalement, les instants agréables sont bien plus nombreux que les instants désagréables. Dans le goulet, les parois roses deviennent rose foncé, puis rouge foncé. Tout devient plus sombre, pourpre. Tu distingues une fente de lumière. Elle s'élargit pour devenir un grand losange blanc. La lumière est de plus en plus forte. Tu veux faire demi-tour, mais deux mains ont surgi qui t'attrapent. Tu es tiré en avant. Tu perçois une voix assourdissante qui dit « Continuez, ça vient !» Le losange est bien trop étroit pour te laisser passer. Ton crâne mou se comprime à l'extrême. Tu as envie de crier, mais tes poumons sont remplis de liquide. Tu es dehors à présent. La lumière est aveuglante. Court instant de panique. Il fait froid. Des voix crient. Des gens masqués te regardent. Tu veux leur hurler de se taire, de te ficher la paix, d'éteindre la lumière, qu'on te remette là où tu étais, dans l'eau, avec les dauphins et l'être complémentaire. Bon sang, tu commences déjà à oublier son visage. Le reconnaîtras-tu quand tu seras grand? Mais tu n'arrives toujours pas à respirer. Tu es comme un poisson sorti de l'eau qui s'asphyxie.
tu me demandes pourquoi je ne viens pas à ton secours. Désolé, là, je ne peux rien faire pour toi. Comme le dit le roman La machine à explorer le temps, on ne sait toujours pas jouer avec le passé. C'est un instant qui s'est déjà produit. Je ne peux que t'inviter à y assister. Tu ne pourras pas changer ta naissance, mais tu pourras la voir différemment. Des mains gantées de caoutchouc te mettent à l'envers, pendu la tête en bas. C'est assez désagréable. On te tape fort dans le dos. Ah, les brutes. Je comprends mieux maintenant que certains d'entre vous deviennent agressifs par la suite. Tu n'arrives toujours pas à crier. Tu sens qu'autour de toi, la tension monte. Aujourd'hui, tu connais ton premier stress. Tu connais aussi ton premier public impatient. Qu'attend l'artiste pour se mettre à chanter? C'est vrai, pourquoi tu n'as pas pleuré tout de suite? C'était si pénible que ça, cette naissance? Quoi? Trop de lumière? Trop de bruit? Tu sais, à bien y réfléchir, on est tous passés par là. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Crie! Pleure! Crie! Il faut que ce cri parte du ventre et qu'il sorte comme un geyser. Ah! Mieux que ça, plus fort, allez! Ah! Ouf, ça y est, tu as réussi. D'un coup, le liquide que tu avais emmagasiné dans tes poumons est expulsé. C'était ta première expression. Bienvenue parmi les humains. Ton père est là qui te tend les bras. Moment d'émotion. On t'attrape et on te pose sur le ventre de ta mère qui t'embrasse. Tu es couvert de baisers gluants. Ça t'aide à supporter le passage du stade de poisson à celui de petit mammifère. Ça t'aide à supporter de ne pas être un dauphin. Tu respires à nouveau. Tu bats des paupières. Quelqu'un tranche ton cordon ombilical avec des ciseaux de métal glacé. On y fait un nœud. Tu as envie qu'on te raccroche à ta mère, mais il ne t'écoute pas. Tu pleures aussi pour ça. La salle de naissance est tout en longueur et semble s'allonger à perte de vue. Tu t'aperçois qu'il n'y a pas que l'accoucheur et les sages-femmes. Une petite foule de gens t'attend. Tu les regardes. Tu reconnais certains visages. Ce sont des ancêtres. Au premier rang, tes parents. Ils t'expliquent pourquoi ils ont désiré t'avoir. Ils te racontent comment ils ont vécu ta naissance. Ils te racontent quelques anecdotes que tu ne connaissais pas sur ta prime enfance. Ils te racontent leur propre jeunesse, leurs réalisations, leur ambition, ce qu'ils ont souhaité, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont raté et ce qu'ils espéreraient que tu réussisses. Ils te disent pourquoi ils t'aiment. Et tu t'aperçois que ce n'est pas seulement parce que tu es leur enfant. Ils t'apprécient en tant qu'individu à part entière. Tu les embrasses et les remercies pour tout ce qu'ils ont fait pour toi. Si tu crois avoir des reproches à leur égard, oublie-les.
tu leur dois la vie. Si tu te crois meilleur qu'eux, à toi de le prouver avec tes propres enfants. Derrière eux se trouvent tes 4 grands-parents. Eux aussi racontent leur histoire. Comment elles se sont rencontrées, pourquoi elles se sont aimées et mariées. Tu comprends que tu as hérité d'eux certains traits de caractère précis. Un de tes grands-pères, le plus sage, te donne un conseil. Ne gaspille pas ton énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine. Prends ton temps pour entreprendre ce qui te semble important. L'autre grand-père te parle. Il te dit que tu as le droit d'être égoïste. Si tu réfléchis bien, au bout de l'égoïsme, tu t'apercevras que ton intérêt direct est de t'occuper des autres. À quoi ça t'avancerait d'être tout seul, bien dans ta peau, entouré de gens qui stressent? Une de tes grand-mères le repousse. Son idée, c'est qu'il faut expérimenter chaque situation, y compris les mauvaises. Il faut se fourvoyer pour trouver le bon chemin. Elle te dit, comme moi, de fuir les bons conseilleurs. L'autre grand-mère approuve. Tu dois faire l'apprentissage de tes erreurs. Pas moyen d'y échapper. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est d'avoir une vie terne et sans erreur. Derrière eux encore, tes 8 arrière-grands-parents. Ils portent le costume de leur époque. Ils te racontent fièrement les découvertes et les bouleversements de leur vie. Voici ensuite tes 16 arrière-grands-parents. De cela, tu as à peine entendu parler. Enfin, tes 32 arrière-grands-parents. Tu avances plus vite dans le couloir et tu remontes le temps et ton arbre généalogique. Maintenant, tes ancêtres sont des gens de la Renaissance, puis du Moyen-Âge, puis de l'Antiquité, puis de la préhistoire. La pièce qui n'en finit toujours pas de s'allonger s'est transformée en caverne. Tes aïeux sont habillés de peau de bête. Leurs arcades sourcilières sont proéminentes. Tu as l'impression qu'ils te sont étrangers et pourtant un peu de leur sang coule dans tes veines. Ils te regardent avec bienveillance, mais n'arrivent pas à s'exprimer dans un langage intelligible. Alors tu discutes avec leur esprit. Tu discutais par télépathie avec les dauphins, alors pourquoi pas avec tes ancêtres? Ils te montrent ce qui les fascine. Le feu qu'on allume avec des pierres, les arcs et les flèches. La pièce, la salle d'accouchement, s'était transformée en caverne. Elle s'ouvre maintenant sur la forêt. Te voici au milieu des frondaisons. Tu vois un ancêtre qui ne se tient plus sur 2 pattes, mais sur 4. Il est poilu, ressemble à un singe. Tu lui caresses la tête, tu essayes de lui serrer la patte. Écoute son esprit. Il te dit que les félins qui viennent voler les enfants, quand ceux de Saor dorment dans les branches, lui causent bien du souci. Il a peur de ne pas trouver à manger. Il a peur que demain le soleil ne revienne pas. Tu continues sur cette branche.
Maintenant, les êtres qui sont devant toi n'ont plus rien d'humanoïde. Ce bisaïeul ressemble à une musaraigne craintive. Et celui-là, un lézard à la peau écailleuse. Dans son regard, tu ne lis plus rien de familier. Dans son esprit, il n'y a plus que deux préoccupations. Où vais-je trouver à manger et où vais-je trouver une femelle? La longue branche descend vers l'océan où tu découvres ton ancêtre poisson. Tu continues et tu tombes sur une sorte d'algue bleue. La télépathie ne t'est d'aucune aide. Les éléments ne pensent pas, ils vivent. Après l'algue bleue, tu tombes sur un être unicellulaire. Tu avances. Maintenant, ce n'est même plus une cellule, c'est une molécule d'eau. Puis un atome d'hydrogène. Puis un quark. Et avant d'être quark, il était énergie pure. Il était lumière, chaleur. Tu as dans ton sang le souvenir du Big Bang originel. Perçois-le. Voilà d'où tu viens du plus profond de ton être. D'un grand feu d'artifice qui a éclaté un jour dans l'univers. Tu observes le Big Bang de l'intérieur. Tu lui demandes pourquoi tu existes plutôt que rien. Tu lui demandes pourquoi ta conscience, simplement en m'écoutant, est capable de se projeter jusqu'ici. Et le Big Bang, gigantesque explosion, t'explique pourquoi tu es né, toi en particulier. Écoute bien. Nage dans la lumière fossile. Cette lumière est aussi l'un de tes ancêtres. Maintenant que tu sais cela, tu es prêt pour une autre découverte. Suis-moi, revenons sur Terre. Tu vois ta planète de haut, la Terre qui, tout à l'heure, n'avait pas pu se faire comprendre, te parle. Elle a toujours cette voix grave et lente. Désormais intelligible, elle émet. Tu as enfin compris. Nous avons un ancêtre commun. Le Big Bang. Nous sommes des cousins éloignés. Elle te narre son histoire. Jadis, elle a été un nuage de poussière. Le nuage de poussière a formé un conglomérat, puis une sphère. Gaïa te dit que, dès lors, elle était une sorte d'ovule en attente. Elle a été fécondée par une météorite venue des confins de l'univers. Celle-ci, petit caillou vagabond et solitaire, était un spermatozoïde de l'espace.
Il possédait quelques acides aminés. Cela suffit pour créer une alchimie, prémisse de la vie. Gaïa t'ouvre alors son imaginaire de planète et tout d'un coup, tu sens ce que sent la Terre. Ferme les yeux une seconde fois. Entre en empathie avec elle. La Terre t'ouvre à l'esprit du système solaire. Ton horizon spirituel s'élargit. Tu sens, toi, le simple humain, ce que pense le système solaire. Il se sent vieux. Les ellipses de ses planètes se déforment. Son champ magnétique est perforé de météorites. Il se sent refroidir. Il se demande où va la galaxie. Il se trouve trop en périphérie sur ce troisième bras de la Voie lactée. Il craint, si la galaxie ralentit son tourbillon, de se retrouver éjecté dans le vide de l'espace. Alors tu te mets au centre de la galaxie. Des millions d'étoiles palpitantes sont autour de toi. Le point commun à tous ces objets de l'espace, c'est que tout tourne lentement. Et plus on se rapproche du centre de la galaxie, plus ça tourne vite. Au centre, tu t'aperçois qu'il y a un vortex, un trou noir. Cela ressemble beaucoup à une bouche qui aspire tout. Les étoiles les plus proches y sont happées. En s'enfonçant dans ce trou noir, elles lancent un chant d'adieu et émettent des reflets de lumière moirée. Des rayonnements dans toutes les gammes d'ondes. Toi, tu n'as rien à craindre. Tu te places au-dessus du trou noir et toute la galaxie tourne autour de toi. Tu mets tes bras en spirale. Tu lances ton bassin, tes épaules et tes bras suivent. Ta tête s'abandonne mollement en arrière. Comme le font les derviches tourneurs, tu danses au centre de ta galaxie et tu tournes, 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 jusqu'à l'ivresse. Tes bras se prolongent pour devenir les bras de la galaxie. Tu brasses les étoiles comme autant de grains de lumière à moudre. Allez, embrasse l'univers entier en élargissant encore ton esprit. L'univers te semble au début cubique, puis sphérique, mais à bien y réfléchir, il est conique. Alors tu remontes vers le sommet du cône. À la pointe, tu retrouves l'explosion originelle. Coïncidence. Au bout du temps, il y a le Big Bang. Et aux confins de l'espace, il y a encore le Big Bang. Est-ce donc la limite de l'univers explorable ? Demande-le directement à cette lumière. Elle te répond que tu n'as exploré qu'un seul univers espace-temps. Elle te suggère d'augmenter la perception de tes sens extérieurs et de tes sens intérieurs pour en visiter d'autres. Tu lui réponds que tu es prêt.
Alors tes horizons qui se sont bien élargis depuis le début du voyage se surdimensionnent. Tu croyais faire un grand voyage. Il est maintenant d'une taille au-delà de toute description. Mieux, tu perçois des univers parallèles, en dehors des dimensions que tu connais. Ces univers se touchent comme des bulles de savon. Ces univers ont des différences d'échelle faramineuses. Ton univers est peut-être compris dans un point. Et dans ce point, il y a peut-être des infinités de minuscules univers, avec à l'intérieur des galaxies et des planètes miniatures, où des gens ont peut-être découvert des choses que nous ignorons encore. Cela n'a rien d'effrayant, au contraire, car tu es non seulement branché sur l'univers, mais tu es aussi branché sur quelque chose qui le transcende. La vie. La vie. Elle est la grande force de toutes les dimensions de l'univers. La vie. Tu sens la pulsion de vie en toi. C'est la vie qui a voulu le Big Bang. C'est la vie qui a créé l'univers. C'est la vie qui a créé la Terre. C'est la vie qui transforme la graine en arbre. C'est la vie qui fait qu'une étreinte amoureuse donnera un bébé. Apprécie d'être vivant. Je te l'avais dit que c'était simple. Bon, mais ce n'est pas tout. En bas, ton corps matériel t'attend. Revenons sur Terre. Non, n'insiste pas. C'est suffisant pour aujourd'hui. Voilà. Ton expérience de voyage doit se clore. Viens, on rentre. Tu reprends ton apparence d'oiseau transparent. Vas-y, bats des ailes, plane, glisse vers les nuages. Suis-moi, je t'emmène vers le rayon de lumière qui part de ton nombril. Allez, viens. Tu sais, vivre des aventures originales, c'est bien. Mais se rappeler qu'on a vécu une aventure, ce n'est pas mal non plus. C'est un peu comme les lasagnes réchauffées le lendemain. C'est encore meilleur. Et regarde en bas. Tu reconnais l'endroit? Tu repasses devant ton territoire et tu revois ton refuge. Tu survoles les continents, les montagnes et les océans. Tu descends un peu. Des foules de gens courent dans tous les sens, telles des fourmis. Et tu sais que c'est ton espèce. L'espèce humaine qui essaye de faire mieux que ses ancêtres. Un instant, tu visualises ton espèce comme une horde immense. Une horde à la recherche de la lumière. Peut-être par nostalgie du Big Bang, dont reste encore d'infimes traces en elle. Une horde qui veut quitter son animalité pour atteindre quelque chose d'inconnu et de plus spirituel que tu as approché lors de ton voyage dans les 4 éléments. Tu descends lentement. Te voici au-dessus de ta maison. Un rayon de lumière part du toit. C'est ton rayon. Tu t'y accroches et tu te laisses descendre comme s'il s'agissait d'une liane.
franchis les étages, les voisins, les planchers, et tu débouches dans le lieu où tu m'écoutes. L'humain que ton esprit habite, écoute. C'est amusant comme sensation, n'est-ce pas? Allez, viens, esprit créateur. Retournons tous les deux dans nos coquilles habituelles. Tu connais la procédure? Voilà ton corps, voilà ton esprit. Il suffit de les réunir. Tu observes une dernière fois ton corps de l'extérieur. Ton corps est comparable à une nation remplie de pouvoir qui ne se gênent pas les uns les autres. Il n'y a pas de rivalité entre ta main droite et ta main gauche. Tu es toi-même un exemple de politique, d'entente et de solidarité entre des cellules différentes et pourtant complémentaires. Et après ce voyage, ton corps est parfaitement en équilibre interne et externe. Tu te sens bien, détendu, plus énergique, plus calme, plus serein. C'est pour ça que tu peux revenir sans crainte dans ton corps désormais apaisé. Ton esprit revient dans ta chair comme un voleur s'introduit par la cheminée dans une maison. Il reprend le contrôle de l'être humain que tu étais avant le voyage. Bas des paupières, déglutis. Voilà, tu es en train de m'écouter. Ta respiration devient un peu plus ample. Souviens-toi précisément de chaque étape de ce voyage imaginaire. Ta visite du monde de l'air, celle du monde de la terre, du monde du feu, du monde de l'eau. Tu te souviens de la phrase qui t'était destinée dans ton livre. Tu te souviens de ta réponse. Ta respiration devient un peu plus profonde. Tu te sens comme lorsque tu te réveilles après une nuit où tu as fait de beaux rêves. Mais ce n'était pas un rêve. C'était une escapade de ton esprit. Tu te souviens de ton symbole. Ta respiration devient plus ample. Ton cœur s'accélère. Tu déglutis encore. Tu reprends conscience de la pièce où tu te trouves et de ce que tu es en train de faire. Tu te demandes ce qu'il s'est passé au juste. Il s'est passé que je suis une voix qui a le pouvoir de te faire faire des choses extraordinaires. Mais ces choses extraordinaires, c'est toi, et toi seul, qui les as accomplies. Au revoir.